Bonjour, nous sommes le lundi 7 mai 2018, vous écoutez Radio Campus Paris, il est 14h, c'est l'heure de la relève. Je voudrais être footballeur professionnel, styliste. Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça. Je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste. La relève sur Radio Campus Paris. Tous les 15 jours, la relève, c'est une demi-heure pour découvrir de nouveaux talents. Aujourd'hui, si notre invité connaît la langue d'Arthur Miller, c'est malgré tout avec celle d'Edmond Rostand qu'il a été joué du côté de Broadway. Notre invité est notamment acteur. Bonjour David Serrero, vous êtes, je simplifie, donc acteur et chanteur d'opéra. Absolument, et c'est un honneur de vous voir, de vous rencontrer et d'être dans vos studios. Surtout de me voir, je pense. Car ça fait des années que je me cache pour pas qu'on me reconnaisse. Vous êtes baryton ? Exactement. Même si vous avez une voix beaucoup plus grave, on aurait pu vous penser... je suis baryton basse. Enfin, une baryton avec une couleur sombre. Ouais. Et donc dans une carrière déjà bien remplie, vous venez de jouer récemment Cyrano de Bergerac à New York. Alors, on est en train d'écouter George Benson, Broadway. C'est bien fait, ouais. C'est du travail, hein. J'ai hésité avec New York. Je me suis dit que celui-là était un peu moins connu. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que tout est possible. Ça m'inspire que j'aime apporter mes origines, le théâtre français, la culture française, et que j'aime la partager partout. C'est ça qui est merveilleux dans ce métier. Quand on entend, on va le remettre un petit peu, allez. On est à Broadway là. On capte l'ambiance, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Il y a la chanson New York, moi je trouve qu'il illustre très bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce rythme, il y a quelque chose qui se passe, on a envie de faire des choses. Il y a ces théâtres qu'on voit dans lesquels on a envie d'entrer. On a envie de rentrer, on a envie de jouer, on a envie de conquérir, mais en même temps, je pense que quand on est français, on a cette qualité, c'est que on n'a pas peur d'oser. Et c'est la grandeur des Français, je pense. Vous vous souvenez de la première fois où vous êtes promené dans Broadway ? Ah ouais, très très bien. J'avais 16 ans et j'étais complètement impressionné par voyez tous ces grands théâtres, par les musiques, par ça, parce que j'ai tellement lu sur Broadway, Sinatra, le jazz, qu'à la base j'étais pianiste de jazz à la base, et donc d'y être et de voir tout ça, bien sûr, j'étais extrêmement impressionné. Et vous étiez dans quel cadre, en vacances ? Oui, la première fois que je suis venu à 16 ans, j'étais en vacances. Ouais. Et vous êtes dit à nous deux New York comme un autre s'est dit un jour à nous deux Paris. Vous avez dit un jour je chanterai là. Ouais, j'ai toujours su que quand je choisis quelque chose, quand je décide de faire quelque chose, j'y arriverai. Vous voyez, ça, j'ai eu ce petit flash qui m'est arrivé dans ma vie où j'avais un rêve complètement fou de rencontrer John Bon Jovi, le rocker, vous connaissez bien, je pense. Et un jour, je l'ai rencontré et je me suis dit, si j'y suis arrivé, c'est que je pense que tout est possible. Et donc, ce jour-là, à 16 ans, en passant dans les théâtres de Bordeaux, vous êtes dit un jour, je chanterai là ou pas ? Je sais pas si je me suis dit ça, mais je me suis dit un jour, je ferai tout pour que ma musique ou ma voix ou ma présence soit jouée sur ces scènes, ouais. C'est ça qui est beau. On va parler de l'aventure Cyrano à New York. Mais là, comme vous venez de nous dire, vous avez commencé comme musicien de jazz. Après, vous avez fait de la musique classique. Ouais. Quand on vient du jazz, vous aviez à peu près 18-19 ans, si je ne me trompe absolument. pas. Ça a été difficile. En fait, oui. Après, justement, dans le jazz, on est plus dans l'improvisation, on est plus dans le rythme un peu flottant, etc. Ou au contraire, c'est groovy d'être un petit peu décalé. Dans le classique, c'est tout l'inverse. Il faut être vraiment très précis. On peut vous reprendre si au lieu de faire pam, pam, vous faites pam, babam, vous voyez, on va dire non, c'est pas exactement. Je suis même pas sûr que moi j'ai entendu la nuance. Ouais, non, mais moi, non, mais il y a des choses comme ça. Mais en même temps, je pense que la façon avec laquelle j'aborde l'opéra, le fait de mes origines, le fait que j'ai un père qui est né au Maroc, donc vous voyez, pas un pays qui est connu forcément pour l'opéra, mais vous voyez, ces origines-là, le fait comment j'ai grandi, etc. Pas du tout dans un milieu autour de l'opéra, mais le fait que voilà, j'ai dans mon sang, j'ai Broadway, j'ai le jazz, etc. Lorsque j'approche après l'opéra, je pense que je l'approche différemment. Eh bien, pourquoi y aller ? Ça vous suffisait pas le jazz et Broadway Il vous faut toujours plus ? Non, vous avez tout à fait raison. Je suis passionné par les gens et en fait, comme vous l'êtes d'ailleurs, et en fait, c'est le fait de chanter
pour des répertoires différents qui m'ouvrent à rencontrer de nouvelles personnes. Et ces gens-là vous ont bien accueilli? On dit parfois que le monde de la musique classique n'est pas forcément très ouvert. Vous l'avez vérifié, ça? Moi, j'ai pas eu vraiment de problème. J'ai eu quelques petits soucis à Paris. On me disait, mais qu'est-ce que vous connaissez à l'opéra, vous? Enfin, vous voyez, j'ai eu des petites réflexions comme ça. Mais je veux dire, j'ai toujours eu, mes rêves ont toujours été plus forts que n'importe quelle critique. C'est que j'ai toujours rêvé beaucoup plus que, si vous voulez, mes propres peurs ou des critiques, etc. Après, bon, c'est comme tout le monde, faut faire ses preuves. Bien sûr qu'au début, on m'a dit, mais vous n'êtes pas fait pour l'opéra. Puis d'autres gens m'ont dit, vous avez une voix pour l'opéra. Mais à partir du moment où moi, je croyais en moi-même, c'était déjà une personne, ça suffisait déjà pour me motiver. Alors pourquoi Cyrano et pourquoi New York? Ah, bah alors là, Cyrano, d'abord, c'est le rêve, je pense, de tous les acteurs français, hein, parce que c'est vraiment le patrimoine. Je dis toujours, c'est le patrimoine national. Bien sûr, il y a Molière, il y a Racine, il y a Feydeau, il y a plein de belles choses, mais Cyrano, c'est vraiment le héros romantique. Moi, personnellement, je m'identifie beaucoup à Cyrano. D'abord, j'ai un nez qui est assez important, mais surtout, c'est... et non, je m'identifie beaucoup à ce rôle-là. Et disons, voilà, j'ai la chance à New York d'avoir plusieurs théâtres qui me donnent les clés et qui me disent qu'est-ce que vous voulez faire, quelle production vous voulez faire, dites-nous l'œuvre que vous voulez faire et on vous suit. Donc voilà, quand cette saison j'ai voulu faire Cyrano, c'était tout de suite l'idée n'a pas été très facile à vendre entre guilles. Pourquoi? Parce que c'est pas connu aux États-Unis? Parce que c'est pas si connu que ça. Il y a toujours eu un peu, ça n'a jamais vraiment marché Cyrano aux États-Unis. Les gens n'ont pas trop compris le nez, etc. Ils croyaient que ils comprenaient pas le personnage. Ils croyaient que c'était quelque chose. On se moque du physique. Les Américains sont très puritains par rapport à ça. Vous voyez, on peut pas faire de blagues sur des gens obèses. Vous voyez, ils sont très très puritains par rapport à ça. Donc, je pense que la pièce a eu voilà. Mais moi, j'avais en fait envie. J'ai apporté la pièce Cyrano en me servant de valeurs qu'ils connaissaient, c'est-à-dire que j'ai ajouté dans Cyrano des standards de jazz. Vous voyez, qu'on parlait du jazz, et en même temps des petites mélodies du musique du monde, etc. Donc, je me suis servi de références américaines. En même temps, j'ai refait une adaptation, puisque j'ai remarqué que toutes les adaptations qui avaient été faites en anglais de Cyrano, c'était une adaptation. Donc, on se détachait complètement de l'original, mais surtout, c'était fait par des native speakers, c'est-à-dire des gens qui sont anglais, qui sont pas français. Donc, vous voyez, il y a le style français qu'il faut pas perdre. Et puis surtout, c'était pas des gens vraiment de théâtre. Vous voyez, c'était certains des auteurs, des poètes, mais je pense qu'il y a un certain langage qui marche dans la bouche des acteurs et qui, je pense, ne marchait pas dans d'autres. Vous voyez, donc là vraiment, j'ai trouvé, je pense, quelque chose qui rendait la chose fluide. Et il y avait comment dire, la langue de Rostand, donc l'auteur de Cyrano, elle a quelque chose de jazzy justement, puisque vous parlez de jazz, de rythme. Ah mais complètement, c'est une langue qui est très expressive, c'est une langue presque comme quand vous êtes au piano et que vous improvisez avec la main droite, c'est une langue presque avec une épée, vous voyez. Elle a une musicalité Elle a une musicalité vraiment jazzy. Ah vous. Complètement, moi j'y crois à 100%. Quand il est d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rajouté des standards comme My Funny Valentine, etc. Quand il est en dessous du balcon et qui dit toutes ces belles phrases à Roxane, c'est moi je pense qu'il y a vraiment une expression qui est très jazzy complètement. Ouais. Au moment de commencer à traduire, vous étiez comment? Vous aviez la main qui tremblait ou? Ah, ça m'a. Ou c'était plutôt un pari qui vous amusait? Ah, c'était un pari qui m'amusait. Bien sûr, j'ai un petit peu peur, mais j'ai eu de la chance, si vous voulez, de pouvoir me tester avant toutes les phrases, etc. J'ai eu la chance d'avoir des acteurs américains qui ont été assez fous pour entrer dans mes idées. Et puis voilà, en même temps, j'ai vu que j'avais en tête. En fait, le plus dur, c'était pour moi, c'était de l'apprendre, en fait, parce que je l'apprends en anglais, parce que je joue en anglais depuis presque une quinzaine d'années. J'ai joué Shylock du Marchand de Venise à New York, j'ai joué le rôle-titre de Othello de Shakespeare à New York, j'ai tout un tas de grands rôles du répertoire classique en anglais, et puis je joue très régulièrement Shakespeare au Lincoln Center, donc j'ai l'habitude de tout ça. Mais c'était surtout
surtout parce que quand je récitais les vers de Cyrano, j'avais l'original français. Ah oui, donc en qui était dans la tête, permanence. qui était très très imprégné. On a tous, vous voyez, c'est un rock, c'est un cap. Vous voyez, on a tous. Et alors en ça. anglais, ça fait quoi? En anglais. On l'a pas préparé. Hein. Ouais, non, mais je t'en prie. I know, sir, you're way too simple. You could have said so many things by varying the tone. By example, aggressive. I, sir, if I had such a nose, I'd have it amputated on the spot. Descriptive. It's a rock. It's a cape. What do you mean it's a cape? It's a peninsula. Kindly, sir, do you love so much the birds that when they come to sing for you, you give them this nose to perch on? Dramatic. It's the Red Sea when it bleeds. Military. Points against cavalry. And finally, practical. We should put this nose in the lottery. For sure. This will be the big grand prize. Pour arriver à ça, il vous faut combien de temps? Oh, bah c'est de la répétition. En régie, ils ont adoré, hein, je tiens à le dire. Ah ouais, ils vous applaudissent. Hein. Ils sont debout presque. Je rappelle que c'est la version courte, très très courte, hein, Ah oui, beaucoup bien plus sûr. longue. Mais Non, on entend le rythme, hein. On l'entend. Ah oui, ça entend le fait très rythme de plaisir, la- ça fait très plaisir. On entend le rythme de l'original. Ah ouais, mais c'est justement ça qu'il n'y avait pas dans toutes les traductions. C'est qu'on perdait vraiment le rythme. Et c'est pour ça que moi j'avais le rythme de Rostand en français. C'est ça que j'ai essayé de recréer. Même si j'ai pas voulu, on pouvait pas forcément, ça marchait pas trop en anglais, je trouve, de garder la rime. Comme il y a dans Cyrano. Je pense que la rime, c'est vraiment quelque chose de français. Vous voyez, à la fin, le nombre de pieds, etc. Donc voilà, je voulais pas m'enfermer dans cette rime, pardon, et je voulais vraiment exprimer la grandeur de ce personnage et de cette œuvre. Vous l'avez joué pendant combien de temps? Oh, on l'a joué pendant presque 2 semaines. D'accord. Et ce que je vais vous demander, c'est oui, alors le metteur en scène, c'était vous? Vous avez trouvé quelqu'un? Non, c'est moi qui ai Vous mis l'avez en donc mis en scène. scène, vous avez choisi les acteurs? J'ai choisi des acteurs et comme en général je fais tout un peu à 360 degrés quand je monte un spectacle, soit des fois je suis engagé juste en tant que metteur en scène, soit des fois je suis engagé juste en tant que producteur, soit bien sûr très souvent, le plus souvent en tant qu'acteur. Mais là vraiment j'ai voulu tout faire à 360 degrés, qui était la production qui est plus vraiment pour moi construire un spectacle plutôt que vraiment la mise en scène, etc. Donc bien sûr j'ai ajouté tous les costumes, etc. Et comme à chaque fois quand je monte un spectacle, je garde ma propre signature, c'est-à-dire un pied dans le classique et un pied ce que j'appelle dans le champagne. Vous voyez, c'est-à-dire que je prends un classique et dedans je rajoute du champagne. Alors des fois il y a un petit anachronisme par-ci par-là, des fois il y a un truc qu'on n'attend pas, etc. Par exemple quand j'avais fait Le Marchand de Venise et qu'à la fin il y a une dispute entre l'amant et sa femme, vous voyez, entre Bassanio et Portia. J'ai mis en scène comme Jerry Springer, vous savez, dans les talk shows. Oui, mais tu m'as dit pour la bague, etc., etc. Donc ça, les gens, ils ont adoré. C'est ça que j'aime. Ouais. Vous utilisez les textes et vous jouez avec. Voilà, parce qu'en fait, je pense toujours que pour voir le pur classique, d'abord, ça existe depuis très longtemps. Et puis, deuxièmement, il y a des gens beaucoup plus gros que moi qui le font. Vous voyez, moi, par exemple, je peux pas lutter contre les productions du Lincoln Center où ils ont 15 millions de dollars par production. Dans l'opéra, je peux pas lutter contre le Metropolitan Opera. En France, je peux pas lutter contre la Comédie Française. Donc, forcément, moi, j'ai toujours, on va pas au McDo pour manger des sushis. Vous voyez. Donc, si les gens ils viennent vers moi, j'essaye de leur apporter la chose qu'ils peuvent pas forcément trouver ailleurs. Et ce théâtre-là était souvent un théâtre de tréteau à l'origine, donc c'était aussi un théâtre populaire. Ça fait plaisir ce que vous dites. Non, mais c'est vrai. Et pour moi, le théâtre. Parfois, par exemple, Shakespeare, c'est devenu quelque chose de très intello, mais à l'origine, ça l'est pas. Exactement, ça me fait plaisir ce que vous dites. Mais c'est vraiment, moi j'aime ce côté très populaire. J'aime le côté où l'acteur il change 3 fois de costume pour jouer un autre personnage. C'est pas des fois forcément une question de budget, mais c'est vraiment des fois c'est l'envie de voir l'acteur changer de chapeau, se retourner, revenir en tant que quelqu'un d'autre. Vous avez vu à Paris Edmond la pièce de Michalak? Alors ça, je tiens à dire vraiment, je l'ai vu en septembre 2017 et c'était en plus à une époque où justement Cyrano, ma production Cyrano était un peu menacée parce que dans la salle où on l'a joué, il y avait une question, il y avait un nouveau directeur qui arrivait, qui voulait changer toute la programmation et bon, et je m'étais presque fait à l'idée que Cyrano devait partir et quand j'ai vu Edmond, j'étais tellement enthousiaste à l'idée, en plus Alexis est un copain. Alors Edmond, on précise juste, c'est l'histoire du making-of de Cyrano, ouais. Par Alexis Michalak actuellement qui est au théâtre, je sais plus où à Paris. Ouais, au théâtre Palais Royal. Voilà. Palais Royal. Et donc, d'abord, j'embrasse l'équipe au passage. Et après, je me souviens, quand je suis sorti du théâtre, je suis monté dans ma voiture, j'ai appelé les États-Unis et je leur ai dit, écoutez, on va se battre, mais il faut
que Cyrano existe. Je vous demande ça parce qu'en vous écoutant, justement, eux, ils font pratiquement que du changement à vue. C'est ça, génial. c'est le comédien, il tourne, il est quelqu'un d'autre. J'adore ça. Ouais, non, mais c'est formidable ce qu'il a fait, Alexis. C'est extraordinaire. À New York, vous aviez un public américain ou finalement français? C'est la communauté française qui Alors, vous voit? j'ai 90% que des Américains. Ouais, j'ai très peu. J'ai bien sûr une communauté française qui vient. J'ai eu la chance d'avoir les médias francophones là-bas qui ont aussi soutenu. Mais c'est vrai que c'est pratiquement 90% d'Américains. Ce que je me félicite d'un côté parce que c'est vrai que c'est beau de leur apporter cette culture et surtout qui entre guillemets qui mordent à l'hameçon, qui croquent les biscuits comme on dit, pour justement venir dans ces spectacles. Et quand à la fin on termine avec des standing ovations et qu'on voit les Américains qui sont habitués justement à cette qualité de Broadway, etc., quand on les voit se lever, les larmes aux yeux, disant que c'était un des plus beaux spectacles qu'ils ont vus, moi je trouve c'est très gratifiant. Nous sommes toujours avec David Serrero qui revient de New York où il a interprété Cyrano de Bergerac. Alors, est-ce que vous pensez que Cyrano finalement est un personnage typiquement français? Ah oui. Ou est-ce qu'il a quelque chose d'universel que vous avez pu voir à New York? Maintenant que vous me le dites, oui. Je pense qu'il est très universel parce que l'amour est universel. C'est l'histoire d'amour qui est universelle. L'histoire d'amour. Moi, il y a une phrase que je dis toujours à la fin de tous les spectacles que je fais. Il y a toujours une phrase de morale que je donne toujours après. Et ce que j'ai dit à la fin de Cyrano, c'est que on est tous des Cyrano. On a tous une part en soi d'homme brisé et on essaye d'exprimer nos sentiments. On a tous une part en soi qu'on trouve pas très belle, vous voyez, et qu'on essaye d'être admirable dans le reste, et des fois on n'ose pas dire nos sentiments, pas forcément à quelqu'un qu'on aime, mais en général. Côté français, c'est justement peut-être le côté code de l'honneur, cadet de Gascogne. C'est dur à dire, oui, ça, oui, cadet non, de Gascogne. Non, vous avez tout à fait raison, c'est vrai que c'est... Un Américain, il s'exprime, quoi. Il aurait été lui dire à Roxane. Quand même. Ouais. Et si elle lui avait mal répondu, il a envoyé un mail. Il lui aurait dit qu'elle n'avait pas le droit de lui répondre comme ça. Non, mais ça, en même temps, ce qui est beau, c'est qu'il se sert de quelqu'un d'autre pour exprimer sa poésie. Après, c'est vrai que les gens ont vu, les Américains ont vu que Roxane était quand même une fille très exigeante pour avoir de la poetry, la poésie, pardon, comme ça. Mais non, c'est vrai que Cyrano est universel, mais en même temps, c'est le grand héros romantique français. Comme à ma connaissance, je ne connais pas beaucoup qui sont comme ça. Dommage, il n'y en a pas plus. J'ai lu quelque part que vous avez dit que c'était la plus belle histoire d'amour du théâtre. Ouais. C'est quand même l'histoire d'amour la plus triste aussi. Oui, mais en même temps, une histoire d'amour, si elle n'est pas triste, c'est pas une belle histoire d'amour. Ah oui, donc c'est bien ce que je pensais. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'amour heureux, alors. Ah, je pense qu'il y a d'amour heureux, mais en même temps, malheureusement, de nos jours... Quand il est un peu malheureux, c'est mieux. Ouais. C'est ça. Non, mais en même temps, c'est toujours quand on appuie les personnes qu'on réalise à quel point on les aime. C'est aussi ça. Et moi, j'ai les 2-3 petits cheveux gris que j'aime m'ont appris à dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Parce que justement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et il y a ce proverbe qui dit on ne dit jamais à la fontaine qu'on ne boira jamais son eau. Vous voyez. Mais... Donc, ouais, c'est vrai que la fin de Cyrano est assez déchirante finalement, parce que c'est exactement ça. C'est quelle vie on aurait pu avoir et on ne vit jamais au conditionnel. Exactement. Il est toujours au présent. Quoi. Mais en même temps, il le dit, Cyrano, quand il jette, vous voyez, cette bourse avec tout son argent, il dit mais quel gâchis, il dit mais quel geste, vous voyez. C'est le panache qui peut rattraper le gâchis. Oui, c'est le panache, mais en même temps, il est mort comme il a vécu, avec cette grandeur, avec cette expression. Donc il fallait une grande mort, et je pense que il y aurait, si Cyrano aurait vécu une histoire d'amour avec des enfants, avec Roxane, etc., je pense que ça n'aurait pas eu le succès. C'est justement ça, voilà, qui meurt à la fin. Je trouve que c'est beau. Et puis pour un acteur, mourir sur scène, je pense qu'il y a rien de plus beau. Quand j'ai joué Don Quichotte de l'homme de la Mancha, justement il y a une phrase où il dit quelle gloire pour un acteur mourir 2 fois dans la même soirée. Je crois que c'est ça qui est merveilleux. J'imagine vous en avez vu plusieurs des Cyrano, vous en avez un préféré? Pour moi, un des meilleurs que j'ai vus, c'est le Cyrano de Denis Podalides à la Comédie Française. Ouais, pour moi, c'est le meilleur que j'ai vu à ce jour. C'est terrible parce que je crois que je l'ai vu aussi, et je crois que l'image qui me vient tout de suite, c'était l'image de la rôtisserie qui était sublime. Ah ouais. Mais je suis désolé, j'aime manger. Ouais, mais surtout moi, ce que j'aime il y a aussi celui de, comment il s'appelle, Daniel Sorano.
Oui, qui l'a fait en version film. Puis bien sûr, il y a le grand Depardieu. Moi, je pense aussi à lui, évidemment. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi c'est le texte, c'est surtout le travail du texte, l'enchaînement, etc., qui est très beau. Donc là, alors qu'on écoute encore Suzanne Vega qui est dans Tom's Dinner, très très new-yorkais, une chanson très new-yorkaise, j'ai l'impression que vous produisez davantage aux États-Unis qu'en France. C'est parce qu'on vous demande plus là-bas, parce que vous aimez plus aller là-bas. J'habite aux États-Unis depuis plusieurs années, à New York depuis plusieurs années. Moi, je suis là un peu où ma carrière m'emmène. Là, bon, je suis venu en France, que j'ai un concert à Mulhouse. Je rentre assez souvent, presque une fois par mois, pour des engagements à Paris. J'aimerais faire plus de... là, en ce moment, je tourne beaucoup de séries aux États-Unis. J'aimerais tourner de plus à Paris. Mais bon, je suis là un peu, là, ma carrière m'emmène. Mais moi, je suis toujours français, parisien, amoureux de la France, amoureux des Français, du public français qui était là à mes débuts et qui est dans mon cœur tous les jours. Donc vous êtes un Parisien à New York. Un Parisien à New York, etc. Comme un American in Paris, mais je suis un Parisian in America. C'est ça. Il y a quelques années, vous avez travaillé avec Jermaine Jackson. Ouais. Moi, j'ai vu ça. Il y a la théorie qui dit qu'on est à 6 degrés de chaque personne. Grâce à vous, je suis passé à 3 degrés de Michael Jackson. Ah ouais, c'est vrai. Si vous pouvez nous parler de Jermaine Jackson. Écoutez, c'est une très belle expérience. D'abord, c'est un rêve qui se réalise, que travailler avec un Jackson, c'est toujours extraordinaire. Et puis non, j'avais cette idée à la base de faire une comédie musicale, enfin un spectacle à base d'un chanteur d'opéra, donc moi, et puis d'une pop star. Et j'en ai parlé à quelqu'un que je connaissais à Los Angeles, et il me dit, mais à qui tu penses comme pop star? Et j'ai dit, je sais pas, mais il faut que le nom sonne très pop, quoi. Par exemple, Michael Jackson, j'aurais aimé faire quelque chose avec lui. Il me dit, je connais justement son frère. Et après, voilà, l'idée a émergé avec Jermaine, qui était de raconter l'histoire des Jackson à la première personne, parce que souvent, il y a eu des livres racontés par des journalistes, des fans, etc. Mais il n'y avait jamais eu vraiment l'histoire racontée des origines, comment cette famille partie de rien est devenue l'une des familles les plus importantes du showbiz américain. Et donc, ça, c'était raconté avec des images d'archives, des chansons uniques, etc. Et en même temps, je trouvais que Jermaine avait une voix un peu à la Nat King Cole. Donc j'ai produit et réalisé un album de standards de jazz dans lequel on a fait un duo sur Les Feuilles Mortes qui a été un succès pratiquement mondial. Et ouais, on l'a joué à Paris, on l'a tourné en France. C'était vraiment une aventure pour moi extraordinaire. Et j'ai beaucoup appris en tant que chanteur. Alors de même, j'ai toujours lu, en préparant cette émission, que vous aviez enregistré dans un endroit qui vient de fermer il y a très peu de temps, qui sont les mythiques studios Davout du 20e arrondissement. Est-ce que vous nous en parlez un tout petit peu? Ah, j'adore. Je vois le temps qui court. Tous les musiciens disent que c'était un endroit extraordinaire. C'était un endroit extraordinaire. Il y avait un son extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les machines de l'époque. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous enregistrez, vous avez les logiciels qui reprennent un certain son. Tandis que là, vraiment, on avait le mélange entre l'ancien et le nouveau. Mais surtout, il y avait le savoir-faire. Je pense à mon ami Jean-Loup Morette, qui est le meilleur ingé son, qui a enregistré Madonna, enfin tous les plus grands. Ils ont enregistré tout le monde au studio. Ils ont enregistré tous les plus grandes stars. Et donc lui, il a enregistré, je crois que j'ai fait 3 ou 4 albums chez eux. Et vraiment, il y avait un son, une patte, une écoute, une oreille et des machines qu'on retrouve plus, quoi. Une reverb. Enfin, c'était vraiment. C'est autant les gens qui étaient la compétence des gens qui était importante qui faisaient le son. Oui, parce que c'est l'endroit. Moi, je pensais que c'était l'endroit, le parquet, la hauteur sous plafond. Il y a aussi ça, mais je pense qu'il y a aussi le savoir-faire. Si vous me donnez à moi le violon le plus cher au monde, je serais incapable de faire une note dessus. Je pense que c'est vraiment le mélange des deux. Ouais. Là, vous êtes de retour à Paris. Ouais. Comme vous l'avez dit, vous allez faire un concert à Mulhouse bientôt. Ouais. Cyrano, c'est fini pour vous? Vous allez y revenir? Alors, j'ai face au succès là qu'il y a eu, on m'a redemandé d'autres dates, mais malheureusement, j'avais mon emploi du temps qui ne le permettait pas. Je joue en juin Don Giovanni, Don Juan à New York, donc je suis très content. Et alors, j'ai une possibilité de refaire Cyrano en août à New York et une autre possibilité de le refaire pour cette fois beaucoup plus longtemps, presque 3 mois, la saison prochaine à New York. Et est-ce que ça vous amuserait de le faire en anglais à Paris? Ah, j'adorerais. Mais même le jouer en français, je l'ai jamais joué en français. Ah oui, vous l'avez jamais joué en français? Je l'ai jamais joué en français. C'est vraiment un rêve. Ah, mais je Alors rêve que oui, de jouer. moi je lisais dans le dossier de presse que enfant vous le connaissiez déjà par cœur. C'est pas. Oui, c'est quelque chose qui remonte à loin pour vous. En fait, moi je l'avais appris quand j'avais des cours de théâtre avec une prof de français au collège. Je crois que j'étais en 6e ou un truc comme ça. Et ouais, c'est comme ça que j'ai découvert Cyrano. Mais en fait, Cyrano, je l'ai jamais vraiment appris. Vous voyez,
il était en moi, j'avais les vers en moi en fait. Mais c'est vrai, quand j'ai dû l'apprendre en anglais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de textes. Hein. C'est quand même 3 heures assez intenses où je dois dire, à la fin, j'étais tellement vidé de chaque représentation que je devais boire presque 2 litres d'eau de suite tellement je perdais. Ça vous fait hésiter à le reprendre ? Ça, pardon ? Ça vous ferait hésiter à le reprendre pas du tout. Ah, je rêverais de le reprendre. Ah, complètement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça est passé très très vite. C'était La Relève, épisode 14, saison 2. C'est déjà fini. Merci David Serrero d'avoir été... C'était un honneur d'être à vos côtés. Et je vous remercie pour votre travail et votre savoir-faire. Merci. Et merci à toute l'équipe, vraiment. Merci à vous. Vous retrouverez beaucoup d'informations, donc notamment votre page internet, vos dates, tout ça, sur le site de La Relève Radio Campus. À la réalisation, il y avait Louis-Julien qui est encore debout à vous applaudir. Christophe à la présentation. Vous retrouverez donc tout sur la page de Radio Campus. Nous, on se retrouve dans 335 heures pour un nouveau numéro de La Relève. C'est dans 2 semaines. D'ici là, je vous laisse à l'écoute du programme musical de Radio Campus Paris. Vous retrouverez ce soir à 19h la matinale. Non, ce n'est pas une erreur, ni une question de décalage horaire. C'est juste une blague. Merci, au revoir.